J'ai profondément été touchée et choquée. Pourquoi tant de violence envers ces deux êtres humains? Le 5 octobre 2020, Samuel Paty du collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine a décidé de faire un cours d'EMC à sa classe de 4e 5 sur la liberté d'expression. Samuel Paty a préparé son cours, l'a bien réfléchi, il a mis une caricature de Charlie Hebdo. Samuel Paty a montré des caricatures du prophète Mahomet venant de la une. Le 7 octobre, une élève de 4e 5 accuse Samuel Paty d'avoir été mise dans le couloir sous prétexte qu'elle était musulmane. Elle fut exclue du collège pour raisons disciplinaires. C'est à l'extérieur du collège que les problèmes arriva. Une élève qui n'était pas dans la salle de classe au moment-là en a parlé à son père l'en parla sur les réseaux sociaux, ce qui emmena une vague de haine envers Samuel Paty. Samuel Paty a été tué le 16 octobre 2020 par un terroriste tchétchène. Après les attentats qui se sont produits en France, la laïcité est un sujet très important à aborder, mais aussi très compliqué. En 1881, l'école devient laïque. C'est important que les enfants puissent aller à l'école, quelle que soit leur religion. Nous pouvons étudier sans être obligés de pratiquer une religion. L'enseignement de la morale religieuse est remplacé par une instruction morale et civique. La laïcité est un principe de liberté qui garantit l'égalité et la fraternité des élèves. Je trouve que rendre l'école gratuite, laïque et obligatoire est une bonne chose, que tous les gens puissent aller à l'école et que tous les gens soient égaux à l'école. Moi, j'ai choisi la loi de 1958. Je m'y suis attaché parce que ça veut dire que tu sois musulman, catholique, juif, bouddhiste ou athée. C'est la même règle pour tout le monde, que tu sois noir, blanc, c'est pareil. La loi sur les signes religieux en école publique a été faite en 2004. Ça évite de se faire, entre guillemets, embêter pour notre religion. Ça permet aussi d'avoir sa propre religion sans forcément le montrer. Et comme ça évite de faire des clans. Étudions de plus près la charte de la laïcité mise en place à l'école depuis 2013 pour bien comprendre ce qu'elle précise. Allons demander aux élèves les articles qu'ils retiennent et ce qu'ils en pensent. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. On est libre de choisir sa religion. On n'est pas forcé par l'État ou quoi que ce soit. On est libre de croire ou non, parce qu'on peut être athée. Alors je suis énormément attachée à cette loi. C'est une bonne chose parce que on accueille beaucoup d'étrangers, la France, et on va pas forcer les étrangers à devenir chrétiens. Ou les étrangers ne vont pas nous forcer à devenir, par exemple, chrétiens, musulmans, quoi que ce soit. Je trouve cela important d'avoir un pays où il n'y a pas une religion qui dirige tout, et de laisser le choix d'avoir n'importe quelle religion. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Elle permet la libre expression de ses convictions Dans le respect de celles d'autrui Et dans les limites de l'ordre public. Samuel Paty a respecté l'article 1 de la Charte de la laïcité à l'école, car elle a respecté l'égalité et la dignité des élèves sans aucune discrimination. Il avait proposé aux élèves susceptibles d'être choqués de sortir quelques minutes de la salle et d'attendre dans le couloir avec une surveillante. Il a ainsi respecté leurs croyances. Samuel Paty a également respecté l'article 3, car il a laissé libre choix à ses élèves et a garanti la liberté de conscience.
La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée, car l'école permet aux élèves d'apprendre les mêmes choses. J'y suis attachée car la culture commune est un ensemble de savoirs, savoir scolaire, savoir-être. Je suis attachée à cet article, car partager les mêmes connaissances de tous les élèves de France permet de mieux se comprendre. Moi, j'ai choisi l'article numéro 8 parce que je me suis attaché, parce que c'est la liberté d'expression et que la liberté d'expression, j'adore ça. À la limite du bon fonctionnement de l'école, avec respect, pas le droit d'insulter, pas le droit de frapper. Et tout le monde a le droit de dire en fait ses convictions, ses ambitions, ses choses qu'il a envie de faire. Samuel Paty a respecté la liberté des convictions et la neutralité de l'État en matière de religion, car il a demandé aux élèves qui le souhaitaient de fermer les yeux ou de détourner le regard. À aucun moment il n'a parlé de religion. Il n'a pas demandé aux élèves s'ils étaient musulmans ou s'ils appartenaient à une religion. Il a pas dit vous êtes obligé de regarder, sinon vous êtes viré de cours. À aucun moment, il n'a dépassé les lois. La charte de la laïcité prévoit une culture commune, mais comment est-elle mise en place? Allons interviewer quelques élèves sur leurs compétences préférées. Personne n'a choisi cette compétence. Pourtant, à l'heure de la désinformation et de l'intelligence artificielle, elle est essentielle. D'ailleurs, l'affaire Paty nous a bien montré la désinformation qui peut circuler sur les réseaux. Pour moi, il est important de pouvoir s'exprimer oralement, librement, sans forcément être d'accord avec le discours de l'autre personne, mais tout en la respectant. Ces compétences me paraissent très importantes car elles me semblent nécessaires pour nous apprendre à penser par moi-même. J'aime bien en cours d'histoire quand il faut essayer de dire ce que l'on pense de la façon, par exemple, dont vivaient les hommes avant nous. Ça permet de mieux comprendre les leçons. Exemple en histoire quand on fait des groupes de travail. Cela me paraît important d'écouter les arguments de tous sur un sujet et de donner mon avis avec mes propres arguments. Donner son avis, expliquer ses choix. Je le fais dans beaucoup de matières. J'aime par exemple en cours de français quand on nous demande d'expliquer pourquoi l'auteur choisit d'employer un mot plutôt qu'un autre, ou bien d'argumenter en justifiant les réponses que l'on trouve dans les textes. Si on ne dit pas ce que l'on pense, les autres ne peuvent pas le savoir. Et il faut aussi écouter les autres, car on apprend d'eux, de leurs idées, de ce qu'ils pensent, et l'on peut ainsi échanger tous ensemble. En cours de français, on avait récité une poésie, j'ai trop peur. Et au début, j'étais beaucoup stressée à l'image de réciter devant toute la classe. Et quand j'ai récité, après, ça m'a aidé à être plus à l'aise quand je récite devant des gens. Et être moins timide. Exemple, ça sert en langue pour bien parler. On peut écouter les autres, exprimer leurs idées. On peut nous exprimer et on peut exprimer nos idées. On peut avoir plus d'idées, on peut connaître un peu plus les autres personnes du groupe. Ils peuvent nous connaître un peu plus. Il faut apprendre à communiquer avec les autres et à se mettre d'accord en gardant son sang-froid. Dans mon cas, j'ai un jour obtenu une note plutôt décevante car l'un de mes camarades ne s'est pas impliqué, n'était jamais d'accord avec moi et m'a laissé tout faire toute seule. Parce que maintenant, on se sert beaucoup de Internet. L'apprentissage de GeoGebra a été une étape importante pour réussir à dessiner des figures géométriques sur la tablette. Cela sert à apprendre à se connecter au réseau et à éviter de mal les utiliser. J'aime devoir prendre des décisions et des responsabilités. Cela me semble très important pour devenir l'adulte autonome que je serai. Nos professeurs nous encouragent à faire preuve d'initiative dans l'organisation de notre travail et d'autonomie en classe lorsque les tâches demandées sont terminées. Dans une classe, il est utile d'avoir des élèves moteurs capables de pouvoir venir en aide à des élèves en difficulté sans interpeller le professeur et sans perturber la classe. Exemple, lors d'un cours de ST, nous devions réaliser un exercice sur des compétences numériques. Je suis venue en aide à un camarade en difficulté en lui indiquant les étapes pour parvenir au résultat. Pour moi, si on ne dit pas ce qu'on ressent, on devient tout de suite une personne fermée, qui n'a pas beaucoup d'émotions.
Et dès que qu'il nous arrive des problèmes, on ne pourra pas le dire. C'est pour ça qu'il faut apprendre à le dire dès le début. Notre professeur nous a dit qu'il fallait ne pas régler ses problèmes par soi-même et en début d'année, il nous demandait si on se sentait bien au collège. Et une fois, j'étais triste parce qu'il y avait eu des histoires personnelles et j'en ai parlé à mon prof de sport. Ça m'a fait du bien d'en parler à quelqu'un. Pour exprimer ses émotions et se sentir mieux. C'est ce que l'on a fait en histoire le jour de la rentrée et nous avons fait une rédaction en français. À l'oral, il est très important de dire ce que l'on ressent car ça nous soulage d'en avoir parlé. Dire ce que l'on ressent ne soulage pas seulement la sensation de mal-être, mais aussi se contribue à maintenir une bonne santé émotionnelle. C'est important de s'exprimer pour éviter de se renfermer et cela peut éviter les conflits, les violences. C'est important de pouvoir dire ce que l'on ressent sans être jugé ou critiqué, de pouvoir dire aussi quand tout va bien, avoir un bon esprit de groupe. Les professeurs nous aident pour nous apprendre la vie, les cultures. Il est pour moi très important que chacun apprenne à vivre les uns avec les autres et d'apprendre à être tolérant. Cela peut servir dans toutes les matières et on n'a pas l'impression d'être à l'école. J'aime créer, inventer, imaginer et me dépenser. Comme exemple, j'ai pensé à un travail que la prof de musique m'avait donné l'année dernière. Nous devions créer un instrument de musique. Nous avons choisi une guitare en bois, c'était super. C'est celle dans laquelle je me retrouve le plus. J'adore danser, chanter, je le fais chaque jour chez moi. Je joue également du piano et j'aime beaucoup les cours d'art plastique car j'ai l'occasion de pouvoir inventer, créer des choses. Je m'étonne de ce que j'arrive à faire et cela me plaît beaucoup. Par exemple, notre professeur d'art plastique nous a montré comment transformer quelque chose. Le trèfle, tout simplement, je l'ai transformé en arbre. Le cœur est transformé en côte de glace. Exemple, en français, il faut créer, imaginer une expression écrite, ou en art plastique où cela permet de libérer notre imagination. Ça permet de se dire par exemple, là je n'ai pas mis assez d'explications. Le groupe qui a gagné ne doit pas se vanter auprès des autres et surtout auprès de celui qui a perdu. Le groupe qui a perdu ne doit pas piquer une colère parce qu'il a perdu. Le tout c'est de s'amuser, pas de gagner ni de perdre. En effet, on ne peut pas toujours gagner et on doit accepter de perdre face à un adversaire plus fort. Et on apprend toujours quand on perd, ce qui permet de s'améliorer. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela. En EPS, j'ai perdu un match en Ultimate. Le professeur a mis en place un atelier qui m'a permis de comprendre comment attraper correctement le frisbee. Cela m'a permis de progresser et de gagner le match suivant. Un élève était énervé, jaloux que je l'ai battu en endurance. Suite à cela, il essayait de me faire tomber. Mais le professeur a bien insisté sur le fait que le but était de participer et non de gagner. Ce n'est pas grave d'échouer ou de perdre dans la vie de tous les jours, car l'important c'est tout simplement de participer. Cela veut dire que si on fait une bêtise, on doit l'assumer, pas nier afin d'éviter que les autres prennent une punition ou une sanction à sa place. Car on participe à la vie du collège en étant délégué de classe et on est le messager de sa classe. En MC, on a appris le rôle du délégué de classe. Il doit être disponible à l'écoute des autres et être un modèle. J'ai choisi maîtriser la langue parce que c'est la base du français. Parce que si on maîtrise pas l'orthographe ou la syntaxe, des trucs comme ça, les autres ils pourront pas nous comprendre. J'ai fait par exemple des dictées pour travailler l'orthographe. Il est important de pouvoir communiquer avec des personnes vivant dans des pays étrangers afin d'en apprendre plus sur les différentes cultures. Mon professeur me parle en anglais en me donnant les consignes de l'exercice. J'aime les expériences, car après la théorie, nous mettons en pratique ce que nous apprenons. En physique-chimie, nous avons expérimenté avec une pile la mise en lumière d'une ampoule. J'ai choisi la compétence raisonnée car on en a et on en aura besoin dans la vie de tous les jours, à l'école, au sport, à la maison et au travail. Comme exemple, je peux vous citer
des problèmes en mathématiques où, après avoir compris, il faut faire les calculs pour trouver la solution. Nos professeurs nous encouragent à expliquer nos démarches, surtout dans les matières scientifiques. Les exposés en histoire, il faut trouver ou choisir le thème, mettre en place toutes les informations que l'on peut trouver sur le thème. Face à un problème pratique, j'essaie toujours de voir comment le résoudre. Lors d'un cours de mathématiques sur les surfaces avec des dominos, chaque élève proposait à tour de rôle une solution à la question posée par le professeur. Parce qu'ils m'apprennent des leçons. Ils m'apprennent plein de choses et ça me fait grandir. La littérature, l'orthographe, à pas passer pour bête devant les gens, que tu sais pas parler, ça sert à être mature. Il n'y a pas que les parents, la famille qui t'apprennent ça. Ça t'apprend à être plus sage. Les professeurs nous apprennent différentes matières pour avoir un savoir et pour pouvoir s'orienter vers un métier. Ils nous aident à grandir en nous donnant des bonnes habitudes de travail. En nous confiant des responsabilités. Les professeurs m'aident à mieux comprendre le monde dans lequel je vis. Les professeurs nous aident à grandir en nous impliquant dans la classe, à nous mettre à l'aise, à participer aux tâches de la classe, à aider ceux qui sont en difficulté en faisant des recherches. Les professeurs ils t'aident à grandir, tu travailles en groupe, tu gagnes en autonomie et aussi tu fais des travaux à l'oral pour être moins timide. La confiance en soi, de l'intelligence et être sérieux. Ils sont de bons conseils pour travailler efficacement et accordent de l'importance à la vie de classe. Les professeurs nous apprennent différentes matières pour avoir un savoir et pour pouvoir s'orienter vers un métier. Les professeurs, ça sert à tout en fait. À l'école, chaque connaissance, chaque chose que l'on apprend sont présentes à travers de nombreux livres. Si un enfant ne va pas à l'école, il n'apprend pas, ne se cultive pas et risque de sombrer dans la délinquance. Un homme gagné, c'est la victoire de chaque enseignant qui parvient à fournir toutes ses connaissances à un enfant afin de lui permettre de voler de ses propres ailes. Pour moi, il y a aussi un peu de faux parce que si quelqu'un a vraiment un faux méchant, même s'il va à l'école jusqu'en terminale et même après, quand il sera adulte, il va sûrement faire des bêtises ou presque ça sera ses choix. Lorsqu'on apprend des choses à un enfant, il grandit mentalement et il peut alors penser aussi par lui-même. Victor Hugo a aussi dit « Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ». L'enseignement nous permet d'obtenir des connaissances. Ces connaissances nous permettront ensuite de faire des choix pour le discernement. La connaissance est donc une arme puissante pour être libre dans nos décisions. Si un élève est par exemple casse-pied, que disons à la fin, à la terminale, il est très mature, lui commencera à apprendre aux autres qui étaient comme lui avant de se mieux comporter et ça fera de plus en plus d'hommes bien. Cependant, tous les enfants n'y ont pas accès et pourtant, ils parviennent à s'épanouir autrement et deviennent des adultes responsables. Il est sans doute temps d'aborder la dernière partie de ce documentaire. Et oui, la liberté d'expression, ce qu'elle permet de dire, de dessiner, d'où elle vient, ses limites et la manière de les contrôler. C'est parti. Les caricatures représentent des choses grotesques, volontairement déformées. Les sculptures caricaturées ne sont pas aussi récentes que nous le pensons. Depuis toujours, on caricature les personnages avec la sculpture. Jusqu'à aujourd'hui, les caricatures n'ont jamais cessé d'exister. Alors les caricatures s'en prennent aux puissants, que ce soit en France ou non, comme aux moins puissants. Ces caricatures venant de villes différentes comme Rouen, la Bretagne ou la Dordogne, nous pouvons les trouver dans les ruelles ou dans des chapelles. Dans les sculptures extérieures et intérieures des églises. C'est le cas des sculptures de cloître de Cadouin en Dordogne qui datent du XIIe et XIIIe siècle. On peut voir une sculpture d'un homme semblant se mettre les doigts dans le nez, ce qui est assez sale et mal poli. Pourtant, cette sculpture se trouve dans un cloître, galerie couverte et fermée, entourant souvent un jardin intérieur, dans la plupart du temps, dans des lieux sacrés. Toutes ces sculptures ont l'apparence grossière, mais pourtant, celles-ci se trouvent toutes à des endroits qui sont accessibles de tous, et la plupart du temps, dans des lieux sacrés. En Bretagne, nous pouvons voir une caricature qui date du XVe siècle à la chapelle Saint-Fiacre.
Un visage d'un homme caricaturé a été construit dans une rue de Rouen, dans un hôtel particulier. Les nobles, les rois, les présidents sont représentés de manière grotesque. Philippe IV le Bel a été lui dessiné sur son siège avec le visage d'un cheval et ses servants devant lui en le regardant de façon bouche bée au XIVe siècle. Au XVIIe siècle, une duchesse a été caricaturée sous forme de volatiles de dinde en talons. Ceci peut exprimer la manière extravagante des femmes de s'habiller de l'époque, mais aussi le comportement qu'elles puissent avoir. Le roi et sa cour se sont fait également caricaturer. En 1789, la cour du roi était représentée avec des personnages mi-hommes, mi-animaux. C'est le roi Louis-Philippe qui se transforme petit à petit en poire, en 1831. En 4 étapes, l'altération progressive des traits du visage produit un effet grotesque. Il y a eu une caricature qui a été faite sur Emmanuel Macron, le président, en 2017, quand il a été élu, parce que c'est le plus jeune président. Macron a été dessiné en bébé qui marchait avec un corps tout petit et une grosse tête. Représenté comme un bébé en couche dans la cour de l'Élysée lors de sa première élection en tant que président. Marianne dit « Il marche comme une maman attendrie par les premiers pas de son enfant ». Il a fait un jeu de mots avec le slogan de sa campagne présidentielle « En marche ». On s'est un peu aussi moqué des puissants dans la littérature. Par exemple, Jean de La Fontaine, il s'est énormément moqué des plus puissants, mais en les représentant comme des animaux. Que peut-on dessiner? Que peut-on montrer? C'est la loi qui le dit, pas le professeur d'histoire-géographie. Les religions sont également touchées. En 1789, le clergé a été caricaturé. Un homme a été représenté avec des grandes oreilles, un gros nez, un bonnet. Également un deuxième homme avec une canne, un dos courbé, un nez qui remonte, un visage qui ressemble un peu à celui d'une chèvre. Un troisième homme est représenté avec un visage plat, déformé, une quille pour sa jambe et une béquille qu'on met sous son épaule. L'auteur se moque du clergé en faisant des jeux de mots et des dessins caricaturés. Le pape François est représenté en septembre 2023 comme un pape moderne. Sur le dessin, nous pouvons apercevoir qu'il y a des phrases. Ces phrases, nous voyons que ce sont des mots de jeunes comme « Non mais allô quoi ?» Allô, et une phrase qui se moque des chauves. Le pape qui récite les citations de Nabila. Le pape François est représenté parlant à Dieu en lui demandant du shampoing, même s'il a plus de cheveux. L'auteur se moque de la religion en montrant un pape qui s'interroge sur des sujets inutiles. Les différentes religions, musulmans, juifs, chrétiens, sont caricaturées. Il montre un rabbin à gauche, un prêtre au milieu et un imam sur l'avant de la page. On peut identifier ces hommes par leur emblème religieux. Le rabbin porte une Torah, le prêtre une croix et l'imam porte un turban avec un croissant. Le journal se moque de ces hommes et l'on peut voir la colère dans leur visage. Leurs bouches sont grandes ouvertes avec seulement 2 dents. Les sourcils sont inclinés vers le bas et lancent des regards furieux. Mais en dehors de leur problème unique, les hommes apparaissent plus ou moins pareils. Ils sont côte à côte et portent les mêmes chaussures. De plus, ils ont la même expression sur leur visage. On peut voir un côté extrémiste de certaines religions qui proposent de voiler un journal, ce qui pour moi veut se moquer de ces personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait de la liberté d'expression, qui proposent de faire des caricatures. Il existe des limites à la liberté d'expression qui sont encadrées par la loi. On estime que les limites de la liberté d'expression sont dépassées quand c'est discriminant, qu'il y contient des injures. La diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Négationnisme, position idéologique consistant à nier l'existence des camps d'extermination nazis. Nier les événements qui ont eu lieu entre 1939 et 1945 à propos du génocide des Juifs.
Les limites de la France sont de ne pas être raciste en faisant des cris de singe comme dans les stades de foot ou faire des signes nazis comme le faisaient les supporters de Lyon lors du match OL-OM. Apologie des crimes de guerre, défendre, justifier des crimes de guerre. Dieudonné a régulièrement été condamné car il a parlé de l'apologie des crimes contre l'humanité. La loi française n'interdit pas de se moquer ou de caricaturer les religions. Samuel Paty avait donc le droit d'utiliser ces caricatures. Si les limites de la loi sont franchies, des procès sont intentés auprès des personnes mal intentionnées. Charlie Hebdo s'est fait condamner seulement 9 fois sur 48 procès. La loi française n'interdit pas de caricaturer les religions, mais elle interdit d'appeler à la haine contre les croyants d'une religion. Pour que tout le monde puisse croire sereinement, librement, sans que personne n'en pâtisse, que l'on puisse tous grandir, comprendre, trouver notre voie, s'affirmer et se soutenir. La laïcité est un totem, une fierté que l'on porte ici, une valeur que l'on sème pour cultiver l'empathie. Sans que personne n'en pâtisse, que l'on puisse tous grandir, comprendre.